Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Félix. Oui, bonsoir Jeanne. Désolé pour ceux qui ont dû s'asseoir dans les escaliers ou ceux qui sont restés dehors pour cause de trop grande abondance. Bon, on s'adapte, hein, on gère. Jeanne, pourquoi on est là en fait? Pourquoi ils nous ont invités à animer cette soirée? Alors, il me semble qu'on a un peu maille à partir avec la Tech for Good. Je vais commencer par moi. Voilà. Pour ma part, je suis présidente du Social Good Accelerator Europe, qui est un think tank européen, qui a pour vocation de fédérer une communauté d'acteurs de l'innovation sociale et d'acteurs de la tech pour pouvoir promouvoir des coopérations et accélérer l'innovation sociale européenne. Et toi, Félix, pourquoi tu es là? Moi, je travaille pour Make Sense. Donc on aide des citoyens à s'engager, des entrepreneurs sociaux à grandir et des organisations à se transformer. Et on travaille pas mal à l'international. Et un de nos sujets, c'est la tech. Donc voilà. Et on va pas passer là-dessus parce que Christian nous en dira plus tout à l'heure. Alors, quel sujet nous réunit tous ce soir, si nombreux? Eh bien, le sujet, c'est Tech for Good ou Goodbye Tech. Alors, pourquoi ce titre, Félix? Pourquoi ce titre? En fait, à la base, c'était une suggestion de Monsieur Itier. Donc, on a été obligé de considérer la proposition. Et en fait, c'était plutôt une bonne idée, n'est-ce pas? Oui, on en a discuté. On a trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Donc, pourquoi la tech, en gros, comme vous le savez, les choses vont plutôt mal, qu'on parle de notre climat qui est en train de cramer à cause des énergies fossiles, qu'on parle de la biodiversité qui disparaît, qu'on parle du chômage qui monte, des inégalités qui montent. Et la technologie, elle joue un rôle énorme là-dedans. La technologie, elle est une partie du problème ou elle est une partie de la solution. Et elle est une partie de la solution seulement si on l'oriente vers la résolution des ODD. Donc, on va creuser ça un petit peu. Alors, on est vraiment honoré de co-organiser cette session Tech for Good ou Goodbye Tech avec un panel d'intervenants qui représente toute la diversité de la Tech for Good au niveau international, sous ses différents statuts et sous ses différents domaines d'intervention aussi. On a vraiment un superbe panel et on est vraiment encore une fois honoré de pouvoir animer cette séance dans cet événement qui, on l'espère, va lancer un vrai moment historique au niveau international. Tout à fait, tout à fait. Donc ça va être assez dynamique, il va y avoir une dizaine de pitchs courts, 5 minutes, et on va vous faire participer aussi pour que vous restiez réveillés en cette heure tardive et en cette période de digestion. Et donc on va commencer tout de suite par un petit sondage en fait, pour essayer de voir parmi les personnes qui sont ici, comment est-ce que vous définissez la Tech for Good. Donc si jamais on pouvait passer sur Bcast. Donc pour ceux qui n'ont pas encore utilisé Bcast aujourd'hui, vous pouvez vous connecter à, c'est écrit en haut, bitcast.live/Pact for Impact. Et dessus, vous pouvez voter alors, on l'a fait en anglais pour que ça soit plus inclusif. According to you, Tech for Good is Business for good, highly profitable tech companies that evaluate their social impact or create specific impact programs. An ecosystem of tech entrepreneurs and social entrepreneurs with a focus on social and environmental impact and thus limited profitability. Or an inclusive group with all technologies that have a strong impact. The Jedis against the evil empire. Or a little bit of that all. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour voter et on regardera les résultats après la présentation de notre introductrice, Eva Sadoun, qui va s'adonner à l'exercice de définition de la Tech for Good en tant que coprésidente de France Éco-Social Tech, qui est notre mouvement français Cocorico, très, très construit d'entrepreneurs social et tech, et qui émerge et porte un plaidoyer assez fort. Eva, je t'invite à nous rejoindre. C'est magnifique cette petite musique d'introduction. Bonjour à tous. Donc merci d'être encore là. J'espère que
malgré les différents verres de vin que vous avez pu consommer, mon message va rester clair. C'est pour ça que je le fais en français. Je m'étais dit, je vais peut-être le faire en anglais, mais là, on est clair que c'est mieux pour tout le monde. C'est pour passer, c'est ça? C'est pour passer. Et c'est OK. Donc moi, effectivement, je suis la coprésidente de France Éco Social Tech et également de Lita.co, qui est une fintech de l'impact investing. Donc on permet au grand public et aux acteurs professionnels d'investir en ligne dans des entreprises d'impact et également administratrice au mouvement des entrepreneurs sociaux. Alors moi, mon exercice, ça va être déjà de vraiment définir cette tech for good. Donc en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est au lieu de partir de la tech, partir des bénéficiaires, parce que c'est ce qui finalement va distinguer la tech for good de la tech classique, en illustrant avec des exemples concrets. Donc on part d'un bénéficiaire, on parle d'une personne qui aujourd'hui sur le marché du travail manque beaucoup de visibilité, n'a pas forcément un profil LinkedIn très bankable comme on dit. Et cette personne-là aujourd'hui sur le marché de la tech n'utilise pas cette technologie pour pouvoir se réinsérer, parce qu'on a toujours ce fantasme en fait que la technologie rend tout possible. Finalement, la technologie ne reproduirait-elle pas les schémas du passé? Et c'est ce qu'on montre que finalement la Tech for Good va permettre de casser ce paradigme. Avec par exemple LinkedOut, donc on a bien compris la blague, en parallèle avec LinkedIn, qui promeut des profils qui sont déjà promu au niveau international. Donc LinkedOut, au contraire, va promouvoir des profils qui n'auraient pas forcément les grandes écoles, l'expérience qu'il faut pour être visibles et adressés par les chasseurs de tête français, et va promouvoir par exemple Mia, logée en centre d'hébergement, qui cherche un job pour s'en sortir et qui a beaucoup de compétences, par exemple en jardinage et sur les espaces verts. Et derrière, du coup, cette Tech for Good va l'accompagner à trouver un bon employeur. Ou encore Willy's. Là, on parle des personnes qui sont en chaise roulante, qui aujourd'hui ont une mobilité très limitée. Quand elles veulent partir en vacances, c'est très compliqué. Et Willy's, c'est quoi? C'est le drive-y finalement des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. On va partir d'un autre exemple rapidement. Par exemple, Toutiter qui s'adresse aux agriculteurs qui ont des problèmes de pénibilité pendant leur métier. Et Toutiter va mettre en place des robots qui vont leur permettre de pratiquer avec moins de pénibilité et du coup de décupler la durée de vie de leur activité professionnelle qui ne sera pas stoppée par ces problèmes médicaux. Ou par exemple MyFood, bon, on ne s'adresse pas à un public forcément qui est très précarisé. C'est des personnes qui ont un niveau de richesse assez élevé, etc., mais qui sont dans une certaine précarité finalement, parce qu'ils n'ont pas accès à des produits bio, d'agriculture en circuit court, etc. Et MyFood va créer des serres en fait, connectées qui va permettre à ces personnes voilà, un peu plus aisées d'avoir leur propre jardin sur leur terrasse. Voilà. Donc la Tech for Good, c'est pour tous. Donc FEST, ce mouvement du coup, que j'incarne aujourd'hui, coprésidé par également Jean Moreau, président de Phoenix, c'est le mouvement qui réunit ce qu'on appelle, nous, les vrais Tech for Good. Donc les acteurs qui utilisent ces technologies-là, pas dans le but de trouver des nouvelles technologies encore plus disruptives, encore plus folles, encore plus, qui rendent l'homme encore plus Dieu, quoi, encore plus divin, mais des acteurs qui vont utiliser ces technologies au service d'une vraie problématique et du bien commun. Donc nos engagements à nous, c'est de fédérer déjà les acteurs français de la Tech for Good, les entrepreneurs et les investisseurs de la Tech for Good pour aussi amener les investisseurs, les VC classiques, vers ces technologies qui seront pour nous les technologies de demain parce qu'elles se reposent sur des vrais besoins. On n'est pas sur des logiques compétitives, sur des modèles qui excitent tellement les gens qu'ils vont lever un maximum de cash. On est sur des modèles très incarnés qui trouvent vraiment leur public parce que des bénéficiaires, il y en a. Et surtout parce que les objectifs du développement durable auxquels on veut répondre sont des objectifs mondiaux. Donc il y a un potentiel de, comme on dit, de scalabilité dans la tech qui est énorme. On veut faire grandir ces Tech for Good en les outillant également et en les formant aux nouvelles technologies d'une certaine manière aussi pour que les acteurs de la tech ont aussi des choses à nous apprendre, que ce soit sur l'hypercroissance, que ce soit parfois sur l'innovation qui est faite au niveau de ces technologies-là. Mais comment est-ce qu'on va les faire grandir? C'est qu'on va leur donner accès aux mêmes outils que les acteurs de la tech. Un exemple, on va leur permettre de bénéficier des statuts des jeunes entreprises innovantes aujourd'hui qui ne sont pas accessibles à toutes les entreprises qui font de l'innovation sociale et notamment au secteur associatif. Et puis on va les faire rayonner pour rendre ce plaidoyer de la Tech for Good international, européen et puis français, et leur permettre d'être visibles, que ce soit au niveau de la sphère médiatique, au niveau des entreprises classiques, au niveau des entreprises des nouvelles technologies. Et notre objectif qui s'incarne bien aujourd'hui, c'est peut-être le fait de lancer à un moment une semaine internationale de la Tech for Good, non pas pour être juste une brique,
et un 10%, ou un 5% ou un 2% des entreprises technologiques, mais être vraiment le modèle et s'imposer comme étant le modèle de demain, parce qu'on pense, je vais parler de l'Europe, désolé, mais que peut-être que l'Europe a sa carte à jouer dans une souveraineté durable de ses entreprises et de ses technologies. Donc voilà, on espère incarner ça, et aussi avec FEST, d'hacker tous ensemble aussi tous les sommets des nouvelles technologies, que ce soit le Web Summit avec Soga, que ce soit Vivatech, ce qu'on a fait avec FEST il n'y a pas longtemps, pour pouvoir aussi promouvoir ce modèle auprès du grand public et de la sphère internationale. Maintenant, on va écouter les gens qui incarnent encore mieux ce combat-là, et merci à tous. Merci. Alors, Eva reste avec nous. On va regarder les réponses des participants au sondage si ça Bcast correspond ensemble. à la définition que tu nous as donnée de la Tech for Good, Eva, ou pas. Le consensus se fait sur... Et ça ressemble à Fest quand même. Hein. Moi, j'aime beaucoup les 40% au Jedi contre l'Empire. Mais je pense que c'est eux qui ont raison. Hein, au final. Ouais. Enfin bon. Attention, ça va pas être trop politique ce soir. Mais... Non, mais on est quand même plutôt sur des acteurs qui sont ou dans l'opposition, le rapport de force, le grand combat, ou en tout cas des personnes qui mettent au cœur le social, l'environnemental et partage des richesses limitées. Donc, ok, c'est ça votre définition de Tech for Good. Ouais. Ça me va très bien. Merci. Et on évacue le social washing. Exactement. Voilà. Ouais, c'est parfait. Complètement. Merci Eva. Un plus. Alors, il est venu le temps d'appeler nos intervenants. J'appelle donc Denis Stocking, président du think tank pour la solidarité, qui vient de Belgique. Manuela Cunha-Brito, cofondatrice de The Good Tech Lab. Rachid Abidi, cofondateur de l'ABES. Et Asma Weslat, cofondatrice de... J'arrive pas à le prononcer. de Tunisie. Paul Allard, président et CEO d'Impact Finance, qui nous vient du Québec. Et Nadine Muller, Delegate Administrator de 601 de Luxembourg. Fatima Sarr, cofondatrice et directrice générale des Ateliers du Génie du Sénégal. Bonsoir. Laura Allerston, Business Lead Developer à Acceleron, UK. Bonsoir. Et Anaïs Amazit du Barefoot College en Inde. Et nous allons pouvoir démarrer avec notre première intervenante, Denis Stocking, on l'a dit, président du Think and Do Tank pour la solidarité, qui est un peu notre guide à tous dans la jungle des financements et des institutions européennes à Bruxelles. Et qui va nous donner une première vision un peu méta de ce qu'est la Tech for Good, notamment au niveau européen. Okay. Denis, tu as ta télécommande, tu es maître de ton destin. C'est parti. Tout est bien. Est-ce que les grandes masses nous entendent? Oui. Bon. Donc je me présente effectivement, je dirige un Think and Do Tank pour la solidarité en Europe, à Bruxelles, qui est une petite ville au nord de la France. Cette structure est juste là pour consolider le modèle social européen. Et comme vous savez, le modèle social européen, c'est quoi? C'est un subtil équilibre entre développement économique et justice sociale. Oui. Alors, nous inscrivons nos actions. Je ne suis pas sûr qu'on voit les 5 petites boules. En fait, nous travaillons sur 5 enjeux. Les affaires sociales, c'est-à-dire l'emploi, l'inclusion sociale, l'insertion socio-professionnelle, l'insertion par l'activité économique d'une part. L'économie sociale et solidaire, grand deuxième enjeu. La responsabilité sociale des entreprises, dont on parlait tout à l'heure avec les liens avec l'économie sociale. Le développement durable et la transition. Et enfin, la participation citoyenne. Yes. Notre devise, c'est comprendre pour agir, c'est-à-dire à la fois l'aspect études, recherche, et à la fois l'action, être aux côtés des acteurs comme Social Good Accelerator, par exemple. Oui. Notre champ est limité, c'est l'Europe, et notre ambition est modeste. C'est changer l'Europe, en faire une Europe sociale et durable.
Alors ensemble, pour nous, toutes et tous, c'est rien du tout. Oui? Alors, vous savez qu'au niveau européen, il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie Europe 2020 qui existe depuis maintenant 9 ans et qui met au cœur de son fondement l'innovation ou les innovations. Et les innovations à la fois technologiques, comme dans le modèle capitaliste ou le modèle social, l'innovation économique, de nouveau dans les deux cas, mais aussi l'innovation sociale et territoriale. Et pour la petite anecdote, je crois que je suis dans le temps qui m'a été imparti, petite anecdote, c'est que Barroso, donc l'ancien président de la Commission européenne, excusez-moi, je n'ai pas l'accent portugais, mais Barroso, en fait, se foutait du tiers comme du quart de l'innovation sociale. Et c'est en 2009, c'est-à-dire quelques mois, en janvier 2009, très exactement, 4 mois après le séisme de la faillite de la banque Lehman Brothers, qu'il s'est dit notre modèle reposant sur les innovations technologiques et économiques ne suffit plus, il faut qu'on passe maintenant à l'innovation sociale et territoriale. Et c'est au cœur de cette stratégie Europe 2020. Et donc la Tech for Good prend ces 3 éléments ensemble, et je crois que c'est important de souligner que c'est au cœur de cette stratégie Europe 2020, et avec un nouveau commissaire à l'économie sociale qui va être nommé dans quelques semaines, vous pourrez le voir demain, paraît-il, eh bien, il va mettre aussi dans la Tech for Good et l'économie sociale dans un modèle ensemble. Oui? Oui, bien sûr. Et on peut l'applaudir d'ailleurs lui-même. Alors, cet enjeu d'innovation technologique, économique, sociale, elle se marque dans l'enjeu de l'emploi. On a fait une étude, donc toujours notre devise comprendre pour agir, avec un acteur qui s'appelle Smart, qui travaille beaucoup sur les travailleurs autonomes. Et c'est cette nouvelle catégorie de travailleurs dont on s'intéresse et dont on doit s'occuper de plus en plus. Donc l'enjeu de l'emploi est au cœur de la Tech for Good. Oui? Alors, deuxième élément, les blockchains. Trop souvent, on en a parlé cet après-midi, mais trop souvent, les blockchains sont encore assimilés aux monnaies, à certains types de monnaies. Les blockchains, maintenant, c'est dans tous les domaines de l'économie sociale. Si les acteurs de l'économie sociale ne prennent pas en compte, je ne sais pas si Tadeusz Lapnik est encore dans la salle maintenant, mais il dirige, il vous l'a dit tout à l'heure, un réseau mondial des blockchains, et l'économie sociale doit absolument s'approprier cette technologie de blockchain, et c'est déjà ce qu'elle fait, nous le mettons en évidence dans cette note d'analyse téléchargeable sur le site. Et enfin, les plateformes coopératives, c'est un enjeu important, c'est-à-dire que les plateformes, ce n'est pas uniquement les GAFA, comme on dit en bon français, mais c'est aussi des acteurs importants, comme le groupe Hub, par exemple, qu'on a entendu tout à l'heure aussi. Oui. Alors, la formation, il y a des projets européens, les acteurs qui peuvent se réunir dans des projets européens, et l'Europe doit être utilisée pour mettre en évidence des projets transnationaux, comme ce projet United We Code avec Saint-Plon, où on met en évidence de la formation pour les moins qualifiés. Alors, bien sûr, il y a quelqu'un à cette tribune qui sera sensible, et maintenant il s'agit de faire en sorte de mettre en évidence des engagements qui doivent être pris par vous tout à l'heure, et pour demain. Et M. Christophe Itier écoute et est en train de prendre des notes pour les engagements qu'il va prendre demain. Et We Need Tech to Run for Social Good, c'est au niveau économique, social, un enjeu tout à fait majeur, un manifeste européen téléchargeable, et donc Social Good Accelerator en est un des moteurs, le moteur ou la moteur, on peut dire. Et donc, voilà, je ne peux que vous inviter à prendre cet engagement, c'est de signer ce manifeste. Alors, ce qui est tout à fait important, et une petite remarque par rapport à cet après-midi, on a mis en évidence à certains moments
l'enjeu des femmes comme quelque chose de spécifique, alors qu'au contraire, c'est quelque chose qui doit être central. Moi, c'est indépendamment de la signature du manifeste, c'est, je pense, l'engagement que je vous propose, que nous vous proposons de prendre de manière vraiment prioritaire, c'est de prendre que la Tech for Good soit pour les hommes et les femmes de la même manière. Aujourd'hui, vous savez que les technologies, y compris dans le secteur social, sont essentiellement pour des hommes. Ce n'est pas normal. Nous devons nous lever contre cette injustice, cette inégalité, et la parité doit être de mise dans le secteur. C'est le premier engagement que je vous demande de prendre. Oui. Alors, les inégalités, deuxième engagement, le troisième après la signature du manifeste, deuxième engagement, c'est Equal Tech for Good, c'est que les inégalités doivent être réduites. On vit dans un monde où les inégalités, le prix Nobel d'économie Amartya Sen avait mis en évidence le fait que les inégalités étaient la cause de la crise et non pas la résultante de la crise économique et sociale que nous vivons. Et donc cette inégalité doit être aussi dans le champ du Tech for Good, doit être réduit. Ce n'est pas normal que le Tech for Good soit réservé et que les formations soient trop souvent, on verra tout à l'heure qu'il y a évidemment des contre-modèles, mais que trop souvent les formations sont pour déjà les hyper qualifiés. On doit changer ça ensemble et c'est ce que nous vous demandons. Alors, il faut utiliser un engagement encore, l'avant-dernier que je vous propose, c'est il faut utiliser plus les fonds européens de développement régional ou le Fonds social européen qui doivent nous permettre, vous savez qu'il y a un FEDER en France, majoritairement dans la salle, il y a des gens de France, il y a un FEDER qui est sur l'inclusion numérique et il n'est pas utilisé en France suffisamment. Nous avons pu obtenir avec l'APF, le France Handicap, c'est 2,5 millions d'euros qui ont pu être apportés au secteur du handicap grâce à des fonds européens. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui utilisent ces moyens financiers que nous donne l'Europe? C'est dommage. Et c'est à nous de prendre à bras-le-corps cet enjeu-là. Et enfin, le dernier, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais vous voyez la photo du siège de la Commission européenne à Bruxelles, ce qu'on appelle le bâtiment le Berlaymont. Et donc c'est là où se décide, pour le moment, dans les semaines à venir, la future Commission européenne qui va exister pendant 5 ans. Il nous faut un commissaire européen à l'économie sociale. Nous sommes quelques-uns à cette tribune à l'avoir choisi. Il n'y a qu'à faire en sorte que les autres États le décident aussi. Mais donc c'est vraiment important qu'à la Commission, nous puissions avoir un acteur important, sensible à l'économie sociale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Denis. Alors, pour enchaîner sur le niveau un peu méta, je vais demander à Manuela Cunha-Brito, qui donc est cofondatrice de Good Tech Lab, qui vient de sortir une étude absolument formidable sur l'impact de la tech, qui a interrogé 180 organisations dans le monde, de présenter ses engagements et les résultats de cette étude. Merci beaucoup, Jeanne. Alors, je vais démarrer par 2 images de mon pays, donc le Brésil, qui, je pense, comme on dit, parle plus que 1000 mots. Et la première, c'est celle-là, qui montre les inégalités assez abyssales qu'on trouve dans la ville de São Paulo. On sait aussi que ce sont des réalités pas seulement brésiliennes, mais aussi au niveau global. Et ces 2 images, celle-là et celle-ci, révèlent aussi tout ce que j'ai envie de changer dans la planète. Cette deuxième image montre donc la déforestation dans la région de l'Amazonie, qui est bien évidemment liée à l'impact de l'humain dans la biosphère, qui est directement lié, on sait très bien, au réchauffement climatique. Et les réchauffements climatiques et les inégalités, tout le monde sait, de plus en plus, il y a des études qui les prouvent, que sont interconnectés, vu que avec l'augmentation de température, ce sont les pays les plus pauvres qui vont souffrir le plus. Pour un peu renverser cette trajectoire, il y a des scientifiques qui proposent la loi carbone, qui en fait nous demande de réduire à moitié les émissions de carbone à chaque décennie d'ici 2050. On y est encore un peu loin, mais c'est déjà une trajectoire à suivre.
Et il faut le faire tout en respectant et améliorant la qualité de vie de tout le monde, en laissant personne de côté, comme vous connaissez peut-être du slogan des ODD, Objectifs de développement durable de l'ONU, que vous connaissez très bien. Hein. Et une autre approche, une autre façon d'en parler de ça, c'était proposé par l'économiste Kate Raworth dans son graphique de Donut Economics, qui demande de promouvoir des fondations sociales, des bases sociales, en même temps qu'on respecte les limites planétaires. Par contre, pour arriver à tout cela, on le sait tous très bien, il faut vraiment un effort gigantesque. On n'y va pas y arriver toute seule, il faut vraiment un effort collectif. Et c'est la mission la plus ambitieuse qu'on peut avoir aujourd'hui. Et ces mois-ci, on célèbre aussi le 50e anniversaire de l'homme sur la Lune. Et en fait, ce qu'on invite à réfléchir sur Good Tech Lab, c'est que dans le 21e siècle, il nous faut un moonshot beaucoup plus ambitieux que celui-là. Pour renverser les changements climatiques et assurer une bonne qualité de vie pour tous, il faut qu'on soit tous ensemble dans cette même mission et qu'on utilise tous les moyens qu'on dispose et encore qu'on en crée plein d'autres. Et ce qu'on y croit donc chez Good Tech Lab, c'est que la technologie et l'entrepreneuriat peuvent faire effet de levier pour répondre justement à ces grands enjeux. Et donc sur les 2 dernières années, on a fait une recherche dans 30 pays différents en faisant plus de 400 interviews pour mapper des différentes opportunités technologiques pour répondre aux ODD. Et je vais vous parler de quelques exemples autour du sujet de l'alimentation. Chez nous, on a couvert un peu les différents aspects, mais là, en question de temps aussi, je vais focaliser juste sur ça. Tout d'abord, il faut penser que pour nourrir 10 milliards de personnes de façon durable, il faut quand même qu'on réduise les gaspillages alimentaires, qu'aujourd'hui représentent 1/3 de tout ce qui est produit quand même. Et heureusement pour nous, il y a quand même des startups qui commencent à proposer des solutions super innovantes dans la partie des stockages ou réfrigération, ou encore en nouvelles pellicules basées sur la biologie synthétique qui permettent d'augmenter la durée de vie de certains produits. En parlant encore des biologies synthétiques, il y a des solutions aussi innovantes pour proposer des alternatives à la protéine. Parce qu'on sait que le levage est quand même assez polluante, une émission de CO2 en consommation d'eau ou au usage de terre. Et donc, il y a des solutions aujourd'hui, soit basées sur les plantes, soit encore basées sur vraiment la biologie de synthèse pour proposer de nouvelles approches et de nouvelles protéines, comme je disais. Des exemples utilisant plutôt l'intelligence artificielle pour les petits producteurs sont aussi présentes, comme c'est ce qui fait Plantix, qui leur permet d'identifier les maladies des plantes et donc d'augmenter leur productivité et aussi augmenter leurs revenus. Il y a des solutions autour de l'agriculture régénérative qui permettent d'augmenter la captation de carbone du sol et à travers de l'intelligence artificielle, mieux mapper quelles sont les bonnes combinaisons de plantes à faire, ou encore en utilisant la blockchain pour s'assurer, certifier la bonne récomposition de la terre et récupération de sol. Il y a encore, en utilisant l'AI et la blockchain, des projets extrêmement innovants comme Earth Bank of Codes, qui propose toute une nouvelle conception économique basée sur la connaissance et non plus sur l'extraction de ressources en Amazonie. Bon, avec tout cela, vous pensez peut-être que je crois que la technologie va tout résoudre. Ce n'est pas le cas. Hein. On est tous bien conscients que la technologie apporte aussi beaucoup de challenges. Et ce n'est pas du tout pour promouvoir une approche technosolutionniste. L'idée, c'est de savoir que, à la fois pour la matière première de la technologie ou la façon dont on dispose des produits après l'usage, il y a encore beaucoup de chemins à parcourir. Toute la question du manque de diversité qu'on a mentionné avant, c'est encore très important à résoudre. Et donc, c'est justement en prenant en compte qu'il existe encore des challenges qu'il faut qu'on pense comment on s'engage vraiment à créer une nouvelle technologie avec un impact net vraiment positif. Donc, pour nous, le premier engagement à faire, c'est penser à la gestion de l'impact, surtout pour les projets basés sur la tech et sur la science. Le deuxième engagement, c'est de penser d'une façon plus systémique, et donc engager tout un écosystème avec une vision commune, donc surtout avec le partenariat et des collaborations entre différents types d'acteurs. Et finalement, le rôle de l'État est quand même un rôle essentiel en tant que stratège pour diriger toute l'économie vers justement cette vision commune qui résout les grands problèmes de la société. C'est un peu ce qu'il propose Mariana Mazzucato, qui est une des plus brillantes économistes de notre époque. Et c'est un concept qu'on croit beaucoup et qu'on pense que tous les États et les pouvoirs publics doivent adopter dans leur approche sur la recherche et sur l'innovation. Avec Good Tech Lab, on a fait
une mapping justement des solutions innovantes, mais aussi de priorités à résoudre pour faire croître l'écosystème qu'on appelle de Impact Tech, mais aussi Tech for Good. Il y a une liste de 12 priorités qu'on laisse disponibles avec plus de 500 projets innovants aussi qu'on liste dans ces rapports que je vous invite, si vous êtes intéressé par les sujets, à regarder, à télécharger après gratuitement sur le site qui est affiché là-bas. Et sinon, je suis aussi disponible pour continuer la discussion après. Ça me fera plaisir de parler plus sur les sujets. Merci beaucoup. Oh. Merci Manuela. Et en effet, je vous encourage à lire le rapport du Good Tech Lab qui est effectivement très intéressant et très visuel, donc c'est agréable. Et maintenant, pour prendre la suite, Rachid Abidi, cofondateur du Labes, un incubateur en Tunis, et Asma Ouezati, cofondatrice de Chakaka, c'est ça. Merci Félix. Je vais juste rectifier, je ne suis pas cofondateur, je suis directeur. Pardon. C'est arrivé avant moi, en fait. D'accord. Bonsoir à tous. Donc, je travaille dans la... On va passer. Voilà. Je travaille dans le développement et la microfinance, l'entrepreneuriat social en France et en Tunisie depuis 15 ans maintenant. Je dirige le Labes, qui a été donc le laboratoire de l'économie sociale et solidaire, et autrement, on peut aussi dire ça va. On l'a créé avec le groupe SOS en 2012, donc c'est une entité qui est rattachée au groupe SOS Pulse aujourd'hui, juste après la révolution du jasmin, pour renforcer les organisations de la société civile, et notamment ces mêmes associations et cette société civile qui a soutenu la transition démocratique. Donc la Tunisie, aujourd'hui, c'est 11 millions d'habitants. C'est 7 millions de comptes Facebook, c'est également 7 institutions de microfinance, c'est une loi sur l'ESS, une loi sur le crowdfunding, et puis donc une loi sur l'ESS, une loi sur le crowdfunding qui sont en cours d'élaboration. C'est aussi un Startup Act qui a été matérialisé par une loi en avril 2018. Donc c'est 6 millions de touristes par an. C'est également un des tout premiers exportateurs d'huile d'olive. C'est aussi du coup un des premiers pays africains dans le secteur des TIC. Mais la Tunisie, c'est aussi 7% d'inflation, 15% de chômage, et notamment chez les jeunes et chez les femmes. C'est d'énormes disparités régionales entre Tunis, ses côtes, et puis les régions de l'intérieur. C'est un système de santé qui est défaillant. C'est une question du climat qui n'est pas prioritaire. C'est 25% de la population en milieu rural qui vit sous le seuil de pauvreté. Dans ce contexte-là, le Labes, donc le laboratoire de l'économie sociale et solidaire, contribue activement au développement durable des acteurs de l'innovation sociale en Tunisie, pour justement répondre à ces problématiques socio-économiques et ces enjeux environnementaux. On a, du coup, de quelle manière on le fait? On le fait en accompagnant les acteurs de l'ESS, en les connectant entre eux, en créant des connexions, du coup, et puis en faisant la promotion de l'innovation sociale pour créer une communauté, et une communauté solide, et puis un écosystème capable de servir l'intérêt général. Donc on a un dispositif d'incubation qui permet d'accompagner des porteurs de projets à finalité sociale. On va proposer donc pendant une durée de 6 mois de la formation collective. On va proposer de l'accompagnement personnalisé qui permet d'avancer plus vite dans son projet. On va également proposer de la mise en réseau, des contacts avec des experts, des partenaires techniques, des professionnels du numérique. On va permettre plus de visibilité et leur permettre aussi de participer à des événements nationaux ou internationaux. On verra tout à l'heure un exemple avec Asma qui, elle, pratique la Tech for Good au quotidien. On a accompagné 6 promotions d'entrepreneurs sociaux, une 50aine d'entrepreneurs. Du coup, on a également formé plus de 1400 associations, puisque finalement, quel que soit le statut, ils entreprennent tous pour le bien commun. On a également eu plus de 5000 participants dans nos événements et on est suivi par 45 000 followers.
On accompagne aujourd'hui des entrepreneurs sociaux dans différents secteurs d'activité. Ça peut être le commerce équitable en ligne, c'est aussi le financement participatif, l'agriculture durable, c'est l'éducation, c'est également la mobilité. Donc finalement, on est plutôt un généraliste et aujourd'hui, on utilise l'outil numérique pour réduire les inégalités et pour atteindre les ODD. Comme vous le voyez, l'écosystème entrepreneurial tunisien, et notamment l'écosystème technologique, est très riche. Depuis quelques mois, il y a eu plus de 75 startups labellisées. On considère aujourd'hui qu'on doit rapprocher les deux mondes, l'innovation sociale et celui de l'innovation technologique, pour justement construire une société numérique plus inclusive, plus durable et plus engagée. Donc, en fait, l'engagement que j'ai envie de prendre avec vous pour la Tunisie, mais je pense que c'est valable pour plein d'autres pays également, c'est premièrement de sensibiliser davantage les étudiants ingénieurs pour qu'ils mettent leurs compétences au service de l'intérêt général. Deuxièmement, soutenir les initiatives et puis accélérer le mouvement en octroyant davantage de moyens sur l'accompagnement, sur le financement, sur l'hébergement de ces structures, mais également en facilitant les partenariats gagnant-gagnant. Et puis troisièmement, promouvoir ces initiatives, promouvoir la Tech for Good à travers un événement annuel dédié, mondial, national, voire local, et en engageant davantage les parties prenantes, État, collectivités, entreprises et sociétés civiles. Je vais maintenant passer la parole à Asma, qui est, comme je vous le disais, pratique la Tech for Good au quotidien. Elle a créé sa structure tunisienne en étant basée à Paris. Elle l'a fait avec un cofondateur qui, lui, est bien à Tunis, qui s'appelle Samir. Je la remercie parce qu'elle s'est déplacée ce soir, même si elle vient de la région parisienne, mais avec un petit souci de mobilité. Et elle est bien avec nous à 21h, 21h30, c'est ça? Voilà, 45. Merci. Merci Rachid. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Asma Oslati. Je suis experte en qualité logicielle depuis une douzaine d'années. Donc voilà, ça vaut le coup de faire le déplacement pour pouvoir vous parler un petit peu de la Tunisie après la Révolution. Notre chère Tunisie, malgré le contexte un petit peu délicat, vous savez tous qu'est-ce qu'on vit ou vous entendez parler. Donc, malgré tout ça, on a plus que 22 000 associations, figurez-vous. Ben oui, on a une renaissance complète de la société civile après Révolution. On a, comme vient de dire Rachid, plus que 6 millions ou plus que la moitié de la population tunisienne connectée à Internet. Et on a aussi plus que 4 millions de cartes de e-payment. Du coup, de notre côté, nous, dans l'association dont je suis membre fondateur, l'Association tunisienne des technologies digitales, on a pris comme vocation d'interconnecter les communautés engagées en Tunisie et ailleurs via un projet dont le nom peut vous paraître bizarre, c'est Chakaka. Chakaka, c'est issu du dialecte tunisien pour toucher les Tunisiens. C'est une initiative, c'est une première en Tunisie qui consiste à mettre en place ou mettre en ligne la première plateforme de dons en ligne de crowdfunding en dinars tunisiens. C'est marrant parce qu'en juillet 2018, nous avons lancé notre initiative. Et après une année, on était vraiment, dès le lancement, agréablement surpris par la réceptivité des Tunisiens. On a jusqu'au moment pu assurer plus que 200 campagnes de collecte de dons. On a aussi, parmi ces 250 collectes de dons, il y a eu plus que 60% qui ont été assurés par des associations tunisiennes qui n'ont pas eu accès à ça auparavant. Il y a eu aussi des projets
associatives et humanitaires qui ont été assurées par la plateforme. Il y a eu aussi des projets à impact culturel, comme celui, à titre d'exemple, de l'association Vélorussion qui promue tout ce qui est usage des vélos en Tunisie. Il y a un autre projet qui vient à l'esprit actuellement, c'est un projet culturel qui propose d'interconnecter les foules et les communautés engagées dans une région interne pour financer un festival de rue. Ça nous a très émus. Nous aussi, en fondateur, on a participé dans ce projet. D'ici 2020, on est ambitieux, on est pratiquement, les membres fondateurs, on est tous spécialisés en informatique dans différents domaines. On souhaite continuer sur la lancée, on a une application mobile qui est déjà en cours de développement par nos propres moyens. C'est nous qui s'engagent dessus et c'est nous qui le font de nos propres mains. Il y a aussi, on va intégrer la blockchain dans la sécurisation des transactions. Il y a Samir qui vient de citer Rachid qui est spécialisé en blockchain. On va aussi intégrer le micro-donation via des wallets. Ça a été trop demandé par pas mal de Tunisiens qui nous contactent pour nous dire voilà, moi je peux donner qu'un dinar, est-ce que je peux le faire? Vous pouvez, ils peuvent désormais le faire. C'est vrai qu'on est ambitieux, mais c'est mérite de l'être. Sans oublier bien évidemment nos engagements de début, nos engagements de départ qui consistent à accompagner surtout les associations tunisiennes dans leur transformation digitale, aussi à s'ouvrir sur pas mal de partenariats. On a jusqu'au moment 2 projets de partenariat. Est-ce que je peux dire? L'un avec l'EVES et un autre avec un opérateur, l'RSE d'un opérateur téléphonique en Tunisie. Il y a aussi, on compte, vu le potentiel de notre chère Afrique, on compte aussi s'ouvrir vers l'international et on vise se lancer sur des pays africains. Voilà, si vous souhaitez vous engager avec nous, vous pouvez scanner ce code et vous pouvez être directement redirigé vers notre site. Voilà, merci. Merci à tous. Merci Asma. Donc maintenant, on va accueillir Paul Allard, qui est, alors si c'est correct, président et CEO de Impact Finance. Et je suis sûr que Paul, comme les suivants, c'est dommage, on n'a pas de timing, mais je suis sûr que vous allez arriver à respecter les 5 minutes sur lesquelles on s'est mis d'accord. Je ne sais pas, mais je vais commencer à la demande de mes collègues sur scène. On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret. Je voulais qu'on chante parce qu'il fallait garder un peu de vie ce soir. Je suis content d'être ici. Je vais essayer de faire ça rapidement parce qu'il est 21h51, puis je suis débarqué ce matin à Paris. J'ai dormi 2 heures. Donc, je ne sais plus si c'est la nuit ou le jour. Alors, bon, allons-y. On a eu un petit... je suis entrepreneur tech depuis une 20aine d'années. J'ai travaillé avec des financiers. Et à un moment donné, je me suis réveillé et je dis, je veux bien faire une prochaine et une dernière entreprise, mais il fallait qu'elle ait du sens. Et durant mes 20 dernières années, j'ai identifié une des problématiques qui était la plus importante, c'était le cash. En fait, le cash, notre société aujourd'hui, on crée de l'argent pour faire de l'argent. À l'époque, l'argent servait à capitaliser des entreprises qui avaient un sens pour l'humain, un sens pour la société en général. Aujourd'hui, 97% de la création monétaire est faite par des banques privées. Et de ce 97% de flux financiers qui sont faits par des hommes blancs, souvent non élus, plus vieux de 70 ans souvent, mais 80% de ces flux financiers aujourd'hui sont investis non pas dans l'économie réelle, dans l'économie financière spéculative, donc qui crée
les disparités au niveau social et qui crée la pression sur l'environnement, etc., etc. Donc, nous, on a identifié que les conséquences, ici, je les mets ici, là, il y a plusieurs, votre collègue français Piketty qui est très éloquent dans la matière. Alors, on s'est donné comme mission Impact Finance, on est une B Corp, on est une entreprise à mission, donc toutes nos décisions sont prises sous le spectre de notre mission, qui est de faire croître l'économie d'impact. Et pour ce faire, on a décidé de s'attaquer aux flux financiers et de s'assurer que ces flux financiers, l'argent en fait, de s'assurer que dans ces trois usages qui sont la consommation, l'investissement et l'épargne qui transitent par les banques, on va essayer d'attirer cet argent et la rediriger auprès des acteurs de l'économie d'impact. C'est quoi un acteur de l'économie d'impact? On a eu toutes sortes de définitions. Essentiellement, peu importe leur statut juridique, ce sont des entreprises qui s'efforcent d'abord à régler un problème environnemental et ou sociétal relié au 17 ODD en faisant de l'argent ou en ayant un modèle soutenable économiquement. Donc, rapidement, c'est ce que je viens de dire un peu ici. Et j'ai trouvé très, très, très éloquent un de nos collègues sur scène qui parlait justement du spectre. J'ai entendu, puis dans le manifeste qu'on va collectivement signé. Il y a des choses auxquelles je suis un peu critique parce que je crois qu'on est dans une économie et un système économique où c'est un spectre, c'est un continuum. Alors, ce que j'ai aimé dans un des collègues sur la finance d'impact, on voyait d'un bord la philanthropie, de l'autre bord les entreprises traditionnelles. Et je souhaite qu'aujourd'hui, on migre tous. Toute organisation humaine doit être là pour aider et régler des problèmes d'humains, quoi. Et l'impact, justement, c'est de tendre les entreprises qui sont traditionnelles à aller avoir de l'impact intentionnel et de l'autre côté, la philanthropie aussi, de plus en plus attirer l'argent et avoir des rendements. Alors, le défi numéro 1, moi, j'identifie dans notre modeste petit plan, j'identifie deux défis. Le premier auquel on s'attaque, c'est une mesure universelle et standardisée de l'impact. C'est essentiel. Puis pas seulement pour les financiers, pas seulement pour les entreprises, pas seulement pour les ONG, mais de façon collective. Il faut que collectivement, on s'entende sur une méthodologie standard et qui est beaucoup plus forte et inclusive et holistique que ce qu'on a vu dans l'ESS. Et puis, on est en famille, on est un petit groupe ici, on n'est pas beaucoup. Je pense qu'il faut être sincère, il faut être clair que tous les efforts depuis 25 ans du développement durable et de ce qu'on appelle l'ESG ou de la RSE, on a eu beaucoup d'efforts et on a appris beaucoup, mais c'est raté. Les faits sont là, on n'a pas réussi, on n'a pas eu les résultats escomptés. Et, c'est dommage, mais c'est ça. Alors, il y a eu des initiatives, et il y a une initiative aujourd'hui qui s'appelle l'Impact Management Project, dont je suis un fan, et je pense qu'on l'a vu dans le super rapport qu'ils ont fait, on en parle. C'est vraiment un consensus, un collectif ouvert, open source, et qui permet de façon collective de soutirer l'intelligence collective de tous ceux qui ont travaillé dans le développement durable, le PRI, le GIN, l'IRIS, etc., sont tous là-dedans, mais supportés par des gros joueurs, puis des petits comme BlackRock, qui est le plus gros fonds d'investissement au monde. Donc, je pense que ça va devenir un standard. Et je le dis souvent et je le répète encore, il ne faut pas que la France répète la gaffe du Minitel. Le Minitel, c'était sympathique parce que vous étiez d'avance, mais c'est Internet qui a prévalu. Donc, dans le monde de l'impact, la mesure d'impact, ne faites pas la gaffe du Minitel. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de connaissances, joignez-vous à un collectif qui est en marche et qui va devenir le standard. C'est écrit dans le ciel, qui s'appelle l'Impact Management Project, et modifiez-le, puis amenez votre connaissance à ce standard et qu'on devienne collectivement, qu'on crée ce standard au niveau de l'international. Donc, nous, ce qu'on a fait rapidement, on a créé une plateforme qui se base sur l'IMP, qui collecte de façon semi-automatisée avec du machine learning, de l'intelligence artificielle, pour faciliter le travail du reporting extra-financier des entreprises avec une approche unifiée et qui développe on a généré un score d'impact qui
permet de comparer des pommes et des pommes. Et on va publier demain une étude sur Unilever, par exemple, qui déconstruit un peu la performance, semble-t-il, extraordinaire en RSE. On s'aperçoit qu'Unilever, non, ne sont pas si parfaits, font des bonnes choses, mais on donne une vision plus complète et plus claire. Donc, cette solution B2B, on la vend à des partenaires financiers, des gestionnaires d'actifs, des flux financiers, et on souhaite travailler aussi avec des ONG et calculer les flux financiers éventuellement de grands acheteurs tels Danone, tels toutes les grandes entreprises qui dépensent beaucoup d'argent auprès de fournisseurs qui pourraient être d'impact. Et la deuxième partie, le deuxième défi, je parle ici de l'IMP, je vous invite d'aller voir ce que c'est. Le deuxième défi qui est important et qui est essentiel, c'est la mobilisation citoyenne. Parce que depuis 8000 ans que la société existe, ou même 20 000 ans, il n'y a pas eu d'innovation réelle qui est devenue des acteurs en place. C'est pas Facebook qui a inventé Instagram, puis c'est pas Google qui a inventé Facebook, puis c'est pas Microsoft qui a inventé Google. Et ce ne sont pas les acteurs institutionnels, étatiques en place qui vont être les seuls à faire l'innovation. Ils vont être des catalyseurs. Mais si on ne donne pas des outils concrets, pas de se mobiliser puis faire des pétitions, ce qui n'est pas mauvais, mais des outils concrets pour prendre action, on n'y arrivera pas. Et moi, je pense, une question de scalability, de pression puis d'opportunité, oui. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que comme on a développé cette expertise d'identification et de mesure de l'impact, qui est facilitée parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le viennent et qui le font eux-mêmes et qui s'est validé, on a dit que pour mobiliser le citoyen, on a développé une plateforme dans laquelle tous ceux qui ont un score de 450 et plus sur 1000, qu'on considère comme étant des entreprises d'impact, bien, on les rend disponibles et visibles avec leur profil d'impact gratuit. Et l'app qu'on va lancer en septembre à Montréal et ensuite, on souhaite bientôt à Paris, on la télécharge et on trace nos transactions et on identifie, avec la géolocalisation, les entreprises d'impact qu'on cherche. On cherche un restaurant, un fournisseur, un avocat, etc. On les trouve, on voit leur profil d'impact, on consomme chez elles 100 € et on reçoit en récompense une crypto-monnaie qu'on a créée qui s'appelle l'Impact Coin. Donc, on vient de boucler la boucle, de récompenser la consommation responsable. Et l'Impact Coin, essentiellement, représente quoi? Il représente la traçabilité des externalités positives environnementales, sociétales de tout un secteur économique. Donc, c'est ce qu'on a créé et ce qu'on essaie de créer. Et on ne peut pas le faire seul. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec beaucoup de partenaires beaucoup d'entre eux étaient ici. Mais c'est clair qu'il y a énormément de défis. Le défi, c'est de la mobilisation et c'est de comprendre et de convaincre les grands joueurs de la finance. Et souvent, les grands joueurs de la finance, s'ils n'ont pas la pression du citoyen, ne bougeront pas. C'est la réalité. Ils ne bougeront pas. Ils vont bouger que s'il y a une opportunité ou un risque. Et je pense que c'est collectivement les initiatives, et je vous félicite pour cette initiative d'aujourd'hui et de demain, c'est ce genre d'initiative où on se met ensemble et qu'on se mobilise qui va faire en sorte qu'on va peut-être y arriver. Merci. Merci, Paul. Alors, on déborde un peu du timing. Hein. Enfin, on voit pas le décompte d'ici avec Félix, mais j'appelle donc à présent Nadine Muller, qui est directrice d'un incubateur au Luxembourg, 601, donc pour nous parler de son travail d'incubation et d'émergence des makers, des solutions du terrain. Merci beaucoup, bonsoir. Comme tous les autres, je vais essayer d'être très rapide. Et j'ai profité du temps que nous reste pour vous expliquer un peu le projet de 601. Je vais commencer par remercier quand même le haut-commissaire pour l'organisation de l'événement et surtout de remercier aussi d'être encore là ce soir pour nous écouter. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous pourrez faire passer les messages à tous ceux qui ont malheureusement dû partir. Donc, je suis administratrice déléguée d'une petite entreprise sociale au Luxembourg qui s'appelle 601, donc une petite entreprise sociale dans un tout petit pays. Mais c'est une entreprise sociale qui est née en fait d'un partenariat très fort parce que c'est une entreprise qui a été créée par l'État luxembourgeois, la Fédération nationale de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle ULES et la Fondation du Grand-Duc et la Grande-Duchesse du Grand-Duché de Luxembourg, avec un engagement, je dirais, presque encore plus fort. Parce que l'engagement, c'est quoi? C'est d'aider les entrepreneurs sociaux à créer leur entreprise sociale et à avoir des projets qui soient viables dans le temps.
Donc 601 est né il y a 3 ans maintenant. C'est né comme un incubateur classique en fait. Et nous avons récemment changé ce modèle d'accompagnement, d'incubation. Nous l'appelons aujourd'hui parcours d'accompagnement. C'est un parcours d'accompagnement qui est complètement individualisé sur une plateforme qui est en ligne. Donc individualisé en ligne, vous allez me dire, OK, comment c'est possible? Bon, pourquoi on a changé déjà? On a changé ça parce qu'on est parti du constat que les entrepreneurs sociaux aujourd'hui ont des profils très différents et ont des exigences très différentes. Beaucoup sortent d'entreprises existantes ou bien d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs. Ils ont besoin d'une mise à niveau pour créer l'entreprise sociale. Souvent, c'est l'impact, mais ça peut aussi être autre chose. Donc, on a construit un parcours d'accompagnement avec des partenaires qui possèdent des plateformes. Une première, c'est sur les soft skills, donc les compétences relationnelles pour évaluer le profil de l'entrepreneur, donc les soft skills de l'entrepreneur, et lui proposer du coaching en ligne ou en one-to-one pour améliorer ses compétences entrepreneuriales en fait au niveau des soft skills. Ensuite, nous avons un autre partenaire sur une plateforme qui est plus sur les hard skills, les compétences techniques de l'entrepreneur. Et en fait, cette plateforme, elle est très large parce qu'elle inclut bien sûr le business model Canvas pour travailler sur son business model, mais elle comprend aussi des cours en ligne. Donc, on a une académie en ligne pour les entrepreneurs et on active en fonction du profil, justement, certaines formations ou d'autres. On leur propose d'avoir des coachs aussi. Donc, on a des coachs qui sont de nouveau en ligne ou en one-to-one si les entrepreneurs sont au Luxembourg. Et on possède aussi une communauté, comme une communauté Facebook, où les entrepreneurs qui sont actifs sur la plateforme peuvent échanger les uns et les autres. Le troisième axe, c'est la mesure de l'impact. Bien sûr, pour les entrepreneurs sociaux, la mesure de l'impact, c'est un élément très important. Nous avons inclus sur la plateforme au jour d'aujourd'hui 580 indicateurs d'impact, dont les indicateurs des objectifs du développement durable, et on les accompagne bien évidemment dans le choix de leurs indicateurs. Alors le but aujourd'hui, notre engagement, c'est quoi? C'est qu'on souhaiterait changer d'échelle. Justement, on dit que cette plateforme, elle existe, une plateforme, elle peut être exportée, elle existe au Luxembourg, mais elle pourrait être accessible à beaucoup plus d'entrepreneurs demain. Donc, nous avons lancé une première étape pour le changement d'échelle. Nous avons organisé un bootcamp au Luxembourg, européen, avec une start-up française, une grecque et des luxembourgeoises, qui a été financé par le gouvernement luxembourgeois aussi. Et nous avons réalisé un petit film pour vous montrer ce soir, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler d'utiliser la plateforme. Donc, je souhaiterais passer à la vidéo, s'il vous plaît. Yeah, and the structured framework actually really helped us to precise and have a clear strategy about how to approach our business. The bootcamp allowed me to link Niki's social impact to international social impact metrics, such as SDGs and IRIS, which allows me to emphasize on the professionalism of the social impact that Niki is working on. Une réflexion qui est intéressante et qu'on voulait avoir depuis un moment dans notre projet et qu'on a pu avoir à travers ce bootcamp et l'utilisation de l'outil Compelio. Και να ανταλλάξουμε εμπειρίες πάνω στο θέμα με άλλες ευρωπαϊκές κοινωνικές επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε 601. Thank you 601. Voilà, ça c'est la première phase de notre changement d'échelle. On est là ce soir. Bien sûr, j'aurais espéré qu'il y ait plus de représentants d'autres pays, des gouvernements, de villes pour voir si ça pourrait les intéresser, mais je compte sur M. Itier pour passer le message et pour voir si on peut trouver d'autres personnes, bien sûr, parce que notre engagement, c'est de proposer un service aux entrepreneurs, de les aider à professionnaliser leur modèle d'affaires et à augmenter leur productivité, mais on souhaite le faire en partenariat avec d'autres gouvernements, avec des collectivités, avec des villes, voilà. Donc ça, c'est ce que nous, on souhaite vous présenter ce soir. J'espère que j'ai été assez courte. Je vous laisse encore... Ah, non, ça ne marche plus. Je reviens en arrière. Bon, c'était mon adresse email. C'est pas grave, mon contact, mais vous pouvez le demander aux organisateurs. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Nadine pour cet effort.
Et je vais demander à Fatima Sarr à présent d'intervenir. Donc Fatima, tu es cofondatrice et directrice des Ateliers du Génie au Sénégal. Et alors tu es doublement porteuse de solutions. Oui, alors comme vous avez pu le voir, je ne suis pas venue toute seule. Et je pense que la richesse des échanges l'intéresse beaucoup. Donc je vais me mettre derrière le pupitre. Parce que ça donne des gros coups, ou alors c'est juste l'heure qui joue. Alors moi, plus que tout le monde, je vais respecter le timing. Je suis ravie d'être là ce soir avec vous, et je suis ravie aussi que finalement on soit un petit comité, donc on va le faire en famille. Je m'appelle Fatima Sarr et je vais vous parler aujourd'hui très rapidement de ce que nous faisons. Voilà. Alors, je suis directrice d'une entreprise sénégalaise qui a été cofondée avec Ibrahima Ndiaye, ingénieur de conception. Alors, nous sommes tous les deux nés au Sénégal, nous avons grandi au Sénégal et nous avons fait tout notre parcours d'études au Sénégal. Sauf qu'en 2016, face au constat que 40% des métiers de demain n'existent pas encore, et que, à contrario, le système forme encore les enfants à être les ouvriers d'un monde qui est complètement révolu, nous avons fait le pari de nous lancer dans une aventure où l'idée serait de créer une entreprise qui se dédierait entièrement à proposer des solutions, des produits et des services qui pourraient permettre de rétablir l'équilibre et de changer les choses, de changer la donne. Donc, nous avons créé Atelier des Génies, qui est une entreprise spécialisée dans l'innovation pédagogique alternative, c'est-à-dire que nous proposons des contenus éducatifs en complémentarité des programmes académiques actuels. Nous intervenons sur tout le cycle scolaire, de l'âge de 4 ans à 18-19 ans, en tout cas jusqu'au bac. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir donner aux jeunes aujourd'hui l'opportunité d'accéder à une éducation qui sera en phase avec les enjeux mondiaux actuels et les réels besoins de notre économie. Sans plus tarder, je vais saisir l'occasion pour faire un plaidoyer ce soir. Je ne vais pas vraiment beaucoup parler de notre entreprise, parce qu'il y a un an, dans le cadre d'un programme d'incubation auquel j'ai participé, je me rappelle, Ayada Lab, la question m'avait été posée de quel était mon besoin. On entend souvent par là, en tant que start-up, vous avez besoin de fonds, vous avez besoin de quoi? Et ma réponse avait été, nous, on a besoin de pouvoir nous asseoir à la table des décideurs et de pouvoir communiquer avec eux, leur donner des idées et leur donner nos inputs. Parce qu'aujourd'hui, c'est le plus grand frein que nous avons. Donc, c'est une chance pour moi d'avoir cette opportunité ce soir. Et je pense que ce serait du gâchis pour moi de parler de mon entreprise. Je préfère saisir l'opportunité et vraiment vous parler à vous et faire un plaidoyer autour de l'éducation. Donc, nous souhaiterions aujourd'hui que les politiques se concentrent sur une chose, c'est-à-dire penser l'éducation de demain, aujourd'hui. Ce qu'on remarque, c'est que nous essayons de prendre le train en marche, nous essayons d'adapter l'éducation à l'évolution technologique. Mais imaginons quels seraient les bénéfices si on prenait déjà les devants et qu'on commençait à travailler sur l'éducation de demain. À mon avis, cela se fera beaucoup plus facilement avec les entreprises tech, les entreprises EdTech, qui ont beaucoup plus de systèmes pour pouvoir faire des pivots, faire de l'innovation, être force de proposition. Malheureusement, ce qui me ramène au deuxième point, malheureusement, ces entreprises tech ne sont pas très souvent impliquées dans les décisions ou dans les réflexions qui seront faites d'un niveau international, régional, international, etc. Et à mon avis, il faudrait impliquer les initiatives tech et EdTech dans les réflexions autour des réformes éducatives. Il faudrait aussi assouplir les réglementations afin d'inclure plus facilement les initiatives, les entreprises et les startups tech, tech for good plutôt, dans les systèmes et les projets gouvernementaux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait aussi on fait aussi face à tout ce qui va être frein juridique, frein fiscal, et c'est extrêmement difficile pour nous d'être force de proposition. Je dis nous
en tant que Sénégalaise ayant une entreprise au Sénégal. Mais je précise aussi que, par exemple, nous intervenons sur les écoles qui font le programme français. Donc, nous intervenons sur des programmes académiques qui sont directement issus des politiques du ministère de tutelle français. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis « on », parce que pour moi, la démarche éducative, elle devient une démarche internationale, une démarche mondiale. Nous faisons tous face au même problème. Donc, voilà le plaidoyer que j'avais aujourd'hui. Et je souhaiterais terminer avec une vidéo. Si la régie peut envoyer la vidéo, de Mamor, qui a fait un cursus de 2 ans avec nous. Je m'appelle Mamor et j'ai 12 ans. J'aime bien le Sénégal, c'est mon pays. Si la plupart des garçons de mon âge sont des footballeurs. Ma passion à moi, c'est la technologie. C'est à l'atelier des génies que j'ai appris comment utiliser la programmation, les algorithmes pour trouver des solutions pour les problèmes de la société. Ça m'aide beaucoup à mieux comprendre ce qui se passe autour de moi. Récemment, je suis même devenu formateur d'autres enfants comme moi. J'essaie de leur apprendre ce qu'on m'a appris. Beaucoup d'enfants sont dans des situations difficiles. Certains vivent dans les orphelinats. Mais si on nous apprend à résoudre les problèmes par nous-mêmes, tous ensemble, on arrivera à changer les choses. Je m'appelle Mamor et j'ai 12 ans et je suis un sauveur. Voilà. Alors, juste le dernier mot. Je tenais vraiment à terminer avec cette vidéo et à pouvoir montrer avec beaucoup d'humilité, pas notre impact, mais l'impact qu'un enfant de 12 ans a eu sur 25 jeunes filles et jeunes enfants, juste parce qu'il a pu accéder à une éducation un tout petit peu alternative en 2 ans. Donc investissez sur les EdTech et les entreprises tech. Merci. Merci Fatima. Super projet. Et Fatima, pardon, excuse-moi, si tu souhaites voilà, nous quitter, tu es tout excusée. Non, je pense que ça l'intéresse vraiment, donc on va rester. Un futur génie, quoi. Nous avons maintenant la chance d'accueillir Laura Allerston, qui est directrice chez Aceleron, donc, qui va nous parler du problème de la réparation et du recyclage des batteries au lithium. Et oui, c'est un sujet technologique qui est important. Hi everyone, you'll have to excuse my English. You definitely don't want to hear me speak French. So I'd like to start this evening just by telling you about Aceleron. So we are a startup started in 2016. My work is doing business-to-business relationships, which is where we find one of our main impacts because the climate cannot be improved just by one country, one company, one government. It really has to be a global effort of us working together. So I'd like to tell you about Aceleron and why we're building better batteries. So imagine you're driving down the road and something goes wrong with your car. You wouldn't scrap it, you'd get it repaired, right? So why don't we do that with lithium batteries? Lithium batteries are the type of batteries that are in electric vehicles, and they're typically made up of small subcomponents, and it's usually only one of these that will break. But because of how they're put together, we throw the entire thing away, which is terrible for the environment. We get rid of really great resources. The metals involved are all finite resources, which are difficult to recycle. So we have to stop this process immediately.
And this is where Acceleron come in. So the way we put our batteries together is so that they can be serviced and maintained throughout their life, effectively extending their lifetime. So rather than putting them together via welding and sealing them, like most lithium companies do, we put ours together via compression. So this allows you to access each individual component throughout its lifetime. And much like a car, you can keep it for 25 years with the right servicing plan in place. You can now do that for your battery too. So we are working in East Africa with Total and the WE Centre there, and we take their waste cells that have been declared as waste and thrown away. Testing them has shown that they have around 80% of their capacity left, which means that we can use them in second life applications. So we repackage them and put them into homes in Africa. Similarly with first life packs as well, typically that wouldn't have access to the grid. And it just really allows people to harness their energy. So our other resources, we have home energy storage, which can also be scaled up so that it's for offices and industrial as well. And that's in the UK and the Caribbean. We also do lead acid replacement. So those batteries are the ones that take advantage of lithium's great advantages, such as it's lightweight, it has larger capacity, and its lifetimes are much longer as well. So those three things really. Although lithium is more expensive, in some applications it's perfect. So that's all alongside of our Africa work. So we also work with Africa and the Shell Foundation. BBOX and the Shell Foundation. So BBOX put solar panels into African homes, and by storing the energy created from those solar panels, we can allow people to use that energy as well. So the main thing about these batteries is that they can be serviced and maintained in the field. So by using by providing these batteries in Kenya, we are also using Kenyans to service and maintain them at the same time. So we have the social aspect as well as the environmental aspect to our work. So one of the main things about our batteries is actually how we put them together. So because of how we put them together, we can do that pretty much anywhere. And for the Kenya project, we taught local people how to build the batteries and then use them throughout as well. So this is when we'd initially put in a solar panel into this house. It was the first time they'd had access to a solar panel. The TV went on and the kids all ran to come and watch the TV. So it was really nice just to be able to see this appliance, such a part of family life, being powered by our battery, and just really seeing that positive impact there. So today we've already offset 84,000 kilowatt hours, which has impacted 1,700 lives, which we're scaling this up because we've recently taken on some investment. So by the end of this year, we're on target to impact over 10,000 lives with over a quarter of a million, kilowatt hours offset as well. One of the main ways that we would like to do this is by our energy storage, so working with organisations to help them improve their energy use and just get that into the world, really. So just on a final note, let's use our batteries to their full potential. And if you have any questions or you'd like to work with us, please get in touch. Thank you very much. Merci Laura. Et maintenant, on est toujours sur la dimension énergie et solaire. Il y a un lien avec Anaïs Amazit du Barefoot College. C'est ça, merci, bonsoir. Je pense que ce soir dans la salle, pour ceux qui sont restés, que je remercie, on est la grande majorité à savoir lire et écrire. On détient peut-être 1, 2 ou plusieurs diplômes, ça dépend des personnes. Mais je ne pourrais pas en dire autant si j'étais autre part, puisque dans le monde, il y a 750 millions de personnes qui sont analphabètes aujourd'hui. Ça représente environ un adulte sur 5. Donc, à Barefoot College, qui est une ONG et entreprise sociale indienne,
On croit vraiment le potentiel de chacun, qu'on soit allé à l'école ou non, que peu importe ses origines sociales. Et on a développé donc une méthodologie qui permet à toutes les personnes des milieux ruraux qui ont ou pas été à l'école de construire des panneaux solaires. Et donc à travers cette méthodologie d'apprentissage par la pratique, pardon. Désolée. Ça arrive. Donc, à travers cette méthodologie-là d'apprentissage par la pratique, on vise les femmes qui peuvent ainsi construire, enfin assembler, installer et réparer des panneaux solaires dans leur village. Et donc, l'apprentissage par la pratique à l'aide d'outils visuels, papier ou digitaux, a permis à près de 3000 femmes d'une centaine de pays d'illuminer les foyers de près de 650 000 personnes dans le monde. L'objectif de cette approche Barefoot College, c'est vraiment de démystifier la technologie, de la rendre accessible à tous et à toutes, qu'on vienne du Bhoutan, des Fidji, de la Côte d'Ivoire ou de Bolivie. Et pardon. Désolée, hein. Parce que donc, pour ces femmes qui deviennent ingénieurs solaires sans avoir été jamais ou très peu à l'école, ça agit comme un déclencheur d'une prise de conscience et de confiance en elles, de leur plein potentiel. Autrement dit, elles sont prêtes, après les 6 mois de formation, à apprendre encore plus, à entreprendre et à devenir de véritables leaders dans leur communauté. C'est d'ailleurs elles qui nous ont poussés à développer le programme interactif Enrich sur l'entrepreneuriat et la citoyenneté. Ce sont des formations sur le droit des femmes, mais également l'inclusion financière ou encore l'alphabétisation numérique. Et ce cursus est adapté à leur réalité quotidienne. Et il est en voie d'être complètement digitalisé afin qu'elles puissent y accéder depuis leur atelier solaire dans leur village. Sur la partie donc, entrepreneuriat solaire qui est en train d'être développée à travers une application mobile qui va leur permettre non seulement de gérer leur stock ou de proposer des paiements mobiles, mais également de calculer la part de prêts et de subventions dont elles ont besoin pour faire marcher leur affaire. Et au moment des tests utilisateurs, on a mis dans leurs mains un smartphone, parfois elles en tenaient un pour la première fois, et les résultats étaient vraiment épatants. On n'imagine vraiment pas combien l'expérience utilisateur peut être différente quand on ne sait pas lire ou écrire, et comment le milieu dans lequel on vit façonne notre pensée et notre façon d'utiliser même les outils numériques. Par exemple, la façon dont on fait défiler l'écran ou les couleurs qui nous attirent le plus sont totalement différentes. Tout est différent dans l'expérience utilisateur. Donc c'est pourquoi j'appelle les designers, les entreprises tech, les ONG et tous les autres acteurs à prendre en compte ces personnes, ces personnes qui ne savent pas forcément lire ou écrire dans les solutions qui sont développées en les incluant dès leur conception afin de ne laisser personne pour compte. Voilà, merci beaucoup. Merci Anaïs. On a dû raccourcir un petit peu la scénographie sur la fin, et donc merci d'être resté jusqu'au bout. On va conclure ici. Monsieur Itier, vous voulez dire quelques mots? Alors, à cette heure-ci, je vous rappelle qu'après votre panel, il y a un panel, l'ESS pour les insomniaques. Donc, je pense que Paul, tu es déjà bien parti avec ton décalage horaire pour y venir. Donc, j'ai prévu un discours de 45 minutes avec une cinquantaine de slides pour vraiment vous
voilà, vous profitiez vraiment de ce lieu magnifique, plus sérieusement ou pas d'ailleurs, parce que je pense que l'heure ne s'y prête pas. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps, parce que je sais que c'est beaucoup de boulot de faire ces présentations en 5 minutes. C'est aussi beaucoup de frustration, mais je pense que ceux qui sont restés, et je voudrais vraiment vous remercier aussi d'être restés, ont pris beaucoup de plaisir à vous entendre. Je pense qu'on refera dans un prochain sommet un focus sur la Tech for Good à des heures. On fera ça en début de matinée pour voir comment ça prend. Et donc je voulais vraiment vous remercier d'avoir présenté ces projets. Il y a des tas de choses qui sont évidemment à développer. Paul, j'ai été au Québec il n'y a pas très longtemps. Justement, on a parlé de cette massification de l'impact, ou de l'impact, comme on dit en Québec. J'essaie de prendre l'accent québécois. Cette question de la massification, je sais, je le fais très mal. On me l'a déjà dit. Hein, donc, en tout cas, je voulais vous remercier, vous dire que voilà, on vous a mis dans un format qui était un peu particulier. Là, donc maintenant, vous pourrez témoigner, vous avez fait parler de Tech for Good à des heures très tardives dans un format international. Maintenant, je vous dis, je m'engage en tout cas dans une prochaine édition de faire les choses différemment et peut-être même faire un Pact for Impact thématique sur la tech, parce que là, on a vu tout un panel d'actions à la fois d'accompagnement, d'actions sur l'éducation, d'actions sur l'impact, d'actions environnementales. Je pense que ça mériterait qu'on ait peut-être une journée où on ait le temps de pitcher beaucoup plus longuement sur ces sujets et qu'on puisse avoir un échange sur cette imprégnation de la technologie et de l'innovation sociale. En fait, l'enjeu, c'est vraiment d'arrêter de penser aussi en silo. Souvent, on pense innovation sociale et innovation technologique de manière différenciée. Les modèles ne sont pas les mêmes quand on parle de start-up sociale et de start-up tech. Évidemment, on n'est pas sur le même modèle économique. Et je pense qu'il est temps là aussi de créer des convergences. Donc je ne serai pas plus long parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont hâte aussi de retrouver leur petite famille parce qu'on parle de bien-être, etc. Mais à un moment donné, on a le droit d'avoir une vie privée. Mais je voulais vraiment vous remercier et faire cette petite intervention de tout cœur. Vous remercier d'avoir pris le temps et l'énergie pour nous parler de ce qui anime vos vies. Et encore une fois, merci beaucoup. Et merci aussi à ceux qui... On peut peut-être faire même une standing ovation, là, comme on n'est pas très nombreux, ça va pas... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous demain 6h30 du matin. Nous attaquons par le deuxième volet de la plénière sur l'insomnie et l'ESS. Et donc demain, nous attaquons sur des ateliers pour faire en sorte que tout ce que nous avons dit dans toutes ces journées se transforme en actes et en plaidoyer pour faire de cette alliance une véritable ambition mondiale. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain.